La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité selon dit, les libertés publiques, parlons-en en période électorale. La CNDH initie une série de sensibilisations à cet effet. Autre campagne de sensibilisation, celle pour la planification familiale et de dépistage gratuit contre le VIH-Sida. Début des opérations selon dit également. L'axe frontalier à Plaou-Cordovia-Copé retient l'attention. Et puis, ce vendredi, notre pays accueille une rencontre de haut niveau sur la lutte contre les produits falsifiés. Plusieurs chefs d'État sont attendus à Lomé. La télévision togolaise inaugure une série d'entretiens avec des experts. À suivre ce soir, l'entretien numéro 1. Ce sera en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. En savoir un peu plus sur les libertés publiques, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, sensibilise sur le sujet. Début de la campagne ce lundi dans la préfecture d'Aguenivé. Pourquoi une sensibilisation sur les libertés publiques maintenant en cette période électorale? Marie-Ange Vida pour les précisions. Certains aspects du code électoral et des libertés publiques sont ignorés ou foulés aux pieds par les populations en période électorale. La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, apporte sa contribution pour rééquilibrer cet état de fait. Et cela passe par la formation des différentes couches de la population sur les questions liées à l'exercice des libertés publiques en période électorale. Et nous sommes dans une période sensible et il faudrait que la CNDH, dans sa mission de contribution à une société apaisée, à une société respectueuse des droits de l'homme, et constatant que le plus souvent les élections dans nos États africains donnent lieu le plus souvent à des conflits, la CNDH a pris le devant pour essayer d'expliquer aux populations les bons comportements en période électorale. Donc c'est pour atteindre pratiquement la plupart des Togolais, pour que en cette période qui va s'annoncer bientôt, qu'on adopte de très bons comportements. Aguenivé est la première étape d'une série de localités qui seront visitées et sensibilisées sur tout le territoire national. Des actions qui vont dans l'optique de faire du citoyen togolais une personne mature, capable d'adopter les bons comportements et poser des actes objectifs en période électorale. Et l'élection, la présidentielle notamment, vous le savez, c'est le 22 février prochain. Côté Force Sécurité, la FOSEP précisément, eh bien on s'apprête aussi, illustration des exercices ici à Sokode et à Lomé. On regarde ça avec nos reporters Désiré Aloy à Sokode et Demso Souko à Lomé. Des forces de sécurité qui interviennent pour rétablir l'ordre dans un bureau de vote. Un exercice de simulation qui n'est qu'une synthèse de formation pour maintenir l'ordre durant cette période électorale. Le Togo va à l'élection présidentielle le 22 février 2020. Les forces de sécurité de la FOSEP, appelées à sécuriser le processus dans Tchaoudjo et dans les 4 autres préfectures de la région centrale, clôturent leur session de formation déroulée en 2 phases. Vous savez qu'on est dans les préparatifs pour les élections. Dans le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a initié une série de recyclage. Et il y a beaucoup de modules à savoir les droits de l'homme, le droit international humanitaire, le secourisme, la protection des enfants en période électorale, comment sécuriser un bureau de vote, comment réagir lorsqu'il y a un incident, comment se prendre pour que le vote puisse continuer. Ils seront déployés sur le terrain partout où besoin sera, policiers et gendarmes dotés de matériel conventionnel et conformément à la loi établie pour sécuriser le processus avec tact et professionnalisme. Vous avez constaté qu'à partir de l'incident du bureau de vote, on a pu renforcer la sécurité, on a pu dégager les fauteurs de troubles, on a même procédé au
charge, on a fait la charge jusqu'à procéder aux interpellations. Cas particulier, on a même eu l'assistance de la protection civile avec les sapeurs-pompiers qui nous ont aidés même à éteindre les incendies qui étaient à un niveau où il fallait l'appui des sapeurs-pompiers. À l'issue de ce que vous venez de voir, on peut dire qu'on est prêt pour le début de la campagne présidentielle 2020. Elles sont donc fin prêtes pour jouer leur rôle régalien, conformément à la loi, pour protéger les citoyens et leurs biens dans cette période électorale dans la région centrale. De la région. La force sécurité élection présidentielle FOSEP 2020 met les bouchées doubles pour mieux accompagner la commission électorale indépendante CENI dans l'organisation et la supervision des scrutins présidentiels de 2020. 6 jours durant, des éléments de la police et de la gendarmerie de la région maritime ont suivi des formations théoriques et pratiques. Une mise à niveau en matière de maintien d'ordre en période électorale et de sécurisation du processus électoral. La formation a essentiellement porté sur les notions du droit international humanitaire et du respect du droit de l'enfant. Cette unité spéciale a mené une opération test grandeur nature de démonstration de techniques de sécurisation des scrutins et de dispersion non violente de groupes de manifestants. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. On ne va pas réveiller les gens le jour de l'élection et dire allez gérer. Non, il faut d'abord les former. Et ceux qui sont formés, il faut leur rappeler les bons principes à travers cet exercice. Nous avons vu un bureau de vote où au départ les électeurs sont comme des enfants de cœur. À un moment donné, la tension monte et ça a dégénéré. Mais si ça dégénère, il faut pouvoir ramener le calme. Nous, on veut que les élections dans notre pays soient apaisées, que ça se passe dans de très bonnes conditions. Mais on se dit aussi qu'il peut y avoir des incidents. Il faut se tenir prêt pour gérer. La force élection présidentielle FOSEP 2020 est composée de 10 000 hommes, gendarmes et policiers. Ils sont appelés à garantir la sécurité avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2020. Et toujours à propos de la présidentielle, eh bien, le parti UNIR se prépare également. En témoigne cette mobilisation de ses militants ce matin, mobilisation simultanée dans 4 localités dans la préfecture d'Anguanivé. Le message essentiel avec Ferdinand Tassoua. Le parti UNIR affûte ses armes pour la présidentielle prochaine à travers la mobilisation de ses bases. Ici, à Adjouiko, dans la préfecture d'Anguanivé, les responsables du dit parti échangent avec les structures locales sur les stratégies à mettre en place pour assurer la victoire de leur candidat au soir du 22 février. Même exercice pour la vice-présidente UNIR Grand Lomé à Agoué Adjouba, Kitidjan et Humbi. Partout, les échanges ont essentiellement porté sur la promotion des valeurs de paix, de tolérance, d'écoute mutuelle et surtout de courtoisie avant, pendant et après le processus électoral. Nous leur avons transmis la réponse du président de notre grand parti à leur appel et nous leur avons également transmis son message qui est celui de la confiance qu'il leur fait et la confiance qu'il fait à toutes les populations togolaises pour qu'elles l'accompagnent dans la mise en œuvre de son programme de développement de notre pays. Nous avons saisi l'occasion pour apporter des conseils pratiques aux responsables des comités de base et aux leaders d'opinion que nous avons rencontrés. Nous irons dans tous les 40 villages de la commune d'Anguanivé pour leur présenter des vœux du président du parti et son message de remerciements et de soutien. Les structures de base ont adressé leurs remerciements au président national du parti UNIR, Fort Eswazimna Nyasimbe, pour avoir accepté de porter l'étendard de leur formation politique UNIR à la présidentielle prochaine. Elles ont pour cela promis d'œuvrer afin de lui assurer la victoire et ainsi pérenniser la paix et la sécurité pour le développement du Togo. Le budget citoyen, qu'est-ce que c'est? Concept auquel se familiarisent justement depuis ce lundi les membres du groupe de travail sur l'élaboration et la diffusion de ce budget. Séance à Ngotchan. Et pourquoi faire? Les explications, Lucassi.
C'est un instrument de communication entre le gouvernement et la population sur les priorités nationales. Le budget citoyen constitue l'un des éléments de mesure de la transparence dans la gestion budgétaire de l'État. Il permet donc aux citoyens de juger et d'apprécier les choix budgétaires du gouvernement. Les membres du groupe de travail sur l'élaboration et la diffusion du budget citoyen renforcent leurs connaissances sur le concept afin de mieux le vulgariser. Généralement, on se demande c'est quoi le budget citoyen. C'est la forme simplifiée et illustrée du budget de l'État voté par l'Assemblée nationale. Cette forme est une communication du gouvernement en l'envers de la population, des citoyens, qu'ils comprennent qu'est-ce qui a été adopté comme budget dans le pays, comment ce budget sera utilisé et où seront affectées les principales ressources que le gouvernement va mobiliser. Il sera élaboré au Togo dans un contexte de la décentralisation, justement pour permettre à nos citoyens dans les communes d'être informés de ce que la mairie va mobiliser comme ressources, comment ces ressources seront utilisées et aussi de suivre, parce que c'est aussi un moyen de contrôle de citoyens de l'action publique. C'est tout juste, disons, la prise en compte des éléments qui doivent contribuer au développement du pays. Et le citoyen étant à la base, je crois que le budget citoyen aussi participera à la transparence. Parce que maintenant, la décentralisation, c'est à la base. Les informations viendront de la base pour remonter, pour leur prise en compte. L'utilisation des ressources mobilisées dans le contexte du budget devrait être influencée par les populations pour une meilleure réalisation des objectifs pour lesquels elles sont destinées. À l'heure où le Togo est de plein pied dans la décentralisation, cette initiative mise en œuvre grâce au projet d'appui à la gouvernance économique PAGE va contribuer à l'assainissement de la gestion des finances publiques, l'amélioration de la bonne gouvernance et l'implémentation du Plan national de développement 18-22. C'est l'un des projets sur lesquels le Togo mise beaucoup pour booster sa production du riz. Le projet d'aménagement et de réhabilitation des terres rizicoles, l'exemple de Mishintove lancé il y a 11 ans. Où en sommes-nous justement aujourd'hui avec ce projet? Eh bien, on fait le point dans ce dossier de la rédaction et c'est avec Augustin Kossi. Une superficie de plus de 600 hectares aménagée et irriguée. Le projet d'aménagement de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mishintove a fait des émules. 11 ans après, la production rizicole dans la vallée du Zio s'est accrue. Le projet a été lancé depuis 2008 et répond à un besoin. Booster la production rizicole, renforcer la sécurité alimentaire, réduire les importations et augmenter les revenus des producteurs. D'un coût total de 15,134 milliards de francs CFA, le financement de cette initiative agricole s'est exécuté en 2 tranches. Une première d'un montant de 5,375 milliards de francs CFA a permis de réhabiliter un périmètre irrigué de 360 hectares. Bien plus encore, 6 magasins de stockage ont été construits, 6 aires de séchage aménagées. C'est un projet intégré qui a favorisé également la mise en place d'une mini-addition d'eau potable et de réaliser 10,5 km de pistes de désenclavement. On compte aussi la fourniture de nombreux équipements agricoles. La deuxième tranche, dite additionnelle, est de 9,759 milliards de francs CFA. Elle a financé notamment l'extension d'un périmètre irrigué de 240 hectares, la réhabilitation de 22 km de pistes de désenclavement et des aires de séchage, des infrastructures d'addition d'eau potable et une trentaine de bassins piscicoles. Au niveau financier, plusieurs lignes de crédit ont été mises sur pied. 147 millions de francs CFA à la FUSEC Togo au profit des producteurs de la zone et 75 millions de francs CFA pour les activités génératrices de revenus. Avec MIFA, les producteurs ont été organisés en coopérative. Pour cette année 2020, le projet s'aligne sur les objectifs du Plan national de développement PND 2018-2022. En perspective, la construction d'un pont et d'un canal entre Kovié et Ziohounou et aussi une unité de transformation de riz. L'ambition du projet est de produire 5500 tonnes de riz paddy par an.
La production annuelle du Togo étant de 145 000 tonnes en 2018, à l'heure où le MIFA allie la brasserie de Lomé et les producteurs pour la promotion de la filière du riz, l'espoir est permis pour une nouvelle hausse de la production du riz au Togo en 2020. Autre sujet évoqué ce soir, les prêts à l'habitat. C'est jamais sans risque, vous le savez. Mais comment promouvoir justement ce système de prêts à l'habitat en minimisant les risques, en rendant la gestion plus efficace? Préoccupation au centre d'une rencontre sous-régionale à Lomé. Les précisions, c'est avec Ramdan Bassina. Il a été constaté que les Togolais et les habitants de l'espace UEMOA investissent beaucoup plus dans le logement. Un logement acquis au prix des prêts auprès des banques. Le suivi qui est fait à la suite de ces emprunts ne tient pas compte du risque environnemental et social. La Caisse régionale du refinancement hypothécaire CRH UEMOA et les institutions affiliées s'engagent à mettre en œuvre et à promouvoir un système de gestion rigoureux. Celui qui vous prête éventuellement de l'argent dans une institution microfinance pour acheter un terrain soit plus exigeant sur l'identification du terrain, la régularité de la parcelle sur laquelle vous ambitionnez de construire une maison pour que la maison que vous allez édifier soit une maison durable, que vous ayez un vrai patrimoine qui dure le plus longtemps possible. Qui ne disparaissent pas parce qu'il y a des inondations, qui ne disparaissent pas parce que le terrain sur lequel vous avez construit, on avait l'habitude de stocker des déchets. Et donc, parce qu'il pleut, votre maison s'affaisse et vous n'avez plus de maison, etc., etc. Le but de cette formation, à l'intention des acteurs venus des pays de l'UEMOA, est de mieux évaluer et contrôler les expositions aux risques. Pour le CRH UEMOA, il est de la responsabilité de chaque acteur de veiller à ce que les prêts à l'habitat ne deviennent pas des cauchemars pour des familles qui se verront empêtrées dans des difficultés de remboursement. Coup d'envoi ce lundi de 3 jours de campagne de mobilisation pour la planification familiale, le dépistage gratuit du VIH-Sida. Je vous l'annonce en titre, opération sur le nœud transfrontalier à Plaou, Côte-de-Viacopé. Pourquoi une telle opération? Élément de réponse dans ce reportage de Sonia Aménipo. Le Togo et le Ghana s'engagent dans la promotion du planning familial et du dépistage du VIH-Sida à travers une campagne de mobilisation. Dénommé le nœud transfrontalier à Flaou, Côte-de-Viacopé, le projet entend remettre la planification familiale et la lutte contre le VIH-Sida au cœur des préoccupations des populations. Pour atteindre ces objectifs, le projet est soutenu par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les populations qui vivent la transfrontalité n'ont souvent pas accès à certains services, en particulier la planification familiale, le dépistage au VIH, la prise en charge et même la détection des lésions précancéreuses. Donc, comme c'est des gens qui sont tout le temps en mouvement, l'OS a jugé utile de les prendre souvent au niveau des frontières pour pouvoir leur offrir tous ces soins-là. Le but ultime, c'est de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. L'initiative reçoit l'appui de plusieurs partenaires dont l'organisation du corridor Abidjan-Lagos et le Fonds des Nations Unies pour la population. Nous devons nous rendre à l'évidence que les populations ne rechercheront pas d'elles-mêmes, en tout cas pas de façon active, les soins promotionnels, même si elles en expriment le besoin dans les postes fixes de la même manière qu'elles le font pour les soins curatifs. Si je me fonde sur l'expérience des programmes de vaccination et d'éradication des maladies, dont les succès sont liés à cela, le rapprochement des services des bénéficiaires, à mon sens, devient impératif. Le présent lancement constitue également une excellente opportunité de plaidoyer et je voudrais la saisir et plaider pour une meilleure coordination des approches d'offres de services impactant mieux sur une couverture de planification familiale plus effective. Au Togo, selon l'UNFPA, 2 à 3 mamans meurent chaque jour pour des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement.
Au même moment, la planification familiale qui devrait contribuer à réduire de 20 à 30% la mortalité maternelle et infantile peine à décoller avec une prévalence contraceptive de l'ordre de 22%, contrastant avec des besoins non satisfaits élevés et estimés à environ 30% en 2017. Des chiffres inquiétants qui suscitent aujourd'hui des actions concertées pour limiter, sinon mettre fin au décès à la naissance. Le préfet du Golfe et le représentant du ministère en charge de la Santé ont salué l'initiative qui vise à rapprocher les services des bénéficiaires. L'actualité à l'étranger, en plus bref, le président Emmanuel Macron et ses 5 homologues du G5 Sahel resserrent leur rencontre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Les 6 dirigeants réunis ce lundi à Pau, dans le sud-ouest de la France, ont défini une nouvelle stratégie de lutte face à la multiplication des attaques djihadistes au Sahel. On reconnaît que jusqu'à présent, les opérations militaires du G5 Sahel avec Barkhane et l'ONU avec la MINUSMA n'arrivent pas à maîtriser la situation sécuritaire. Le problème doit être traité de plus près, a déclaré un expert de l'Afrique de l'Ouest. Vendredi prochain, Lomé, notre capitale, accueille une rencontre de haut niveau sur la lutte contre les produits falsifiés. Une initiative de Lomé. Sont attendus plusieurs chefs d'État de la sous-région. Ce lundi, nous inaugurons une série d'entretiens avec des experts. Et juste après moi, vous suivrez Anita Tigakou qui reçoit ce soir le ministre de la Santé. Dans un instant, voici à propos ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Lomé, notre capitale, abrite du 16 au 18 janvier 2020 à l'hôtel du 2 février le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'initiative de Lomé. Comme d'habitude, un dispositif de sécurité articulé autour de 2 ceintures sera mis en place pour la circonstance afin d'assurer le bon déroulement de ce grand événement. La première ceinture de sécurité, plus étendue et loin du site de l'hôtel de 2 février, sera constituée des équipes de sécurité mobile et statique. La seconde sera plus restreinte et resserrée autour de l'hôtel de 2 février. L'accès dans la zone restreinte sera strictement réglementé pendant cette période. Seuls les véhicules détenteurs de laissez-passer y seront autorisés. Les piétons qui y accéderont pour des raisons valables seront soumis à des fouilles. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte l'ensemble de la population et notamment les usagers de la circulation à observer scrupuleusement les mesures de sécurité et les contrôles qui seront prescrits afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de conduire leur mission avec professionnalisme et efficacité. Il compte sur le comportement citoyen de tout un chacun et la bonne compréhension des usagers de la circulation pour la pleine réussite de cet important rendez-vous dans notre capitale. Autre communiqué, toujours du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce lundi 13 janvier 2020, un grave incident consécutif à un litige né de la dévastation des champs par des bœufs appartenant à un peul sédentaire s'est produit dans le village de Tchakbalakopé, préfecture d'Anié. Il a occasionné un mort, des blessés et des dégâts matériels importants. En effet, suite à ce cas de dévastation de leur culture par des bœufs signalés dans la dite localité, certains habitants du village ont, malgré la tentative de conciliation menée en vue d'un règlement à l'amiable, exercé de violentes représailles sur la personne d'un peul dont ils exigent en plus le départ du milieu. L'employeur de ce dernier a alors porté plainte à la brigade de gendarmerie d'Anié pour violence volontaire. Dans le souci d'écouter les 2 parties et de faire la lumière sur les faits, le commandant de brigade a délivré une convocation pour inviter les 2 parties à comparaître ce lundi 13 janvier. Bien qu'ayant reçu la convocation, les mises en cause ont refusé de se présenter à la brigade. C'est alors que le commandant de brigade a envoyé sur place 2 gendarmes pour comprendre les motivations de ce refus de comparaître. Une fois arrivés dans le village de Tchakbalakopé, les 2 gendarmes ont
ont été pris à partie et molestés par les habitants qui ont de surcroît déchiré leur uniforme, retiré leur portable et cassé leur moto. Alerté des faits, le commandant de compagnie de gendarmerie d'Anié et une équipe de gendarmes se sont également transportés sur les lieux pour calmer la situation. À leur arrivée sur place, ils ont été à leur tour pris à partie par les habitants du village Tchakbalakopé, renforcés par ceux du village voisin de Palakoko, tous armés de coupe-coupe, de gourdins et autres objets contondants. Face à l'ampleur des violences exercées sur eux, les gendarmes ont dû faire usage de grenades lacrymogènes et de tirs de sommation à l'air pour s'exfiltrer des lieux. Malheureusement, cet incident a occasionné des blessés graves, dont 5 du côté des gendarmes et 1 par balle du côté des paysans. Ce dernier succombera plus tard des suites de ses blessures après son évacuation au centre hospitalier préfectoral. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite toutes les parties au calme et à la retenue, tout en les rassurant que les mesures seront prises pour établir les responsabilités. Par ailleurs, il rappelle aux uns et aux autres que nul n'a le droit de se faire justice. Dernier communiqué à suivre ce soir, communiqué de la CET, la Direction Générale de la Compagnie Énergie Électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur un ouvrage électrique ce lundi 13 janvier 2020 aux environs de 13h20, la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans les zones suivantes: GTA, Abrek, Assemblée nationale, Campus Nord, OTR, Cité OUA, DGI, CENI, Esplanade, Palais présidentiel, Lomé 2, Caisse DPR, Cité Millennium, SOS Village des enfants et leurs environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Restez avec nous et merci d'avoir suivi ce journal et comme d'habitude toujours fidèlement, excellente fin de soirée à tous. Je vous laisse maintenant, comme annoncé, en compagnie d'Anita Atigakou pour cet entretien numéro 1 dans la perspective du sommet de vendredi à Lomé. Très bonne soirée. Bonsoir. Du 17 au 18 janvier prochain s'ouvre dans notre capitale le sommet sur l'initiative de Lomé. Une rencontre de haut niveau qui va permettre aux chefs d'État de la sous-région de tabler sur comment venir à bout du trafic des médicaments falsifiés et surtout de donner leur aval au lancement des stratégies concrètes de lutte contre ce fléau. Et à quelques jours de l'ouverture de cette rencontre, nous recevons sur ce plateau, ce soir, ce plateau spécial, professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci aussi. Les médicaments falsifiés, le phénomène représente un réel danger sur le continent. En témoignent les chiffres. 900 000 morts chaque année. 42% des médicaments saisis, de ces médicaments saisis depuis 2013 ont été découverts sur le continent africain. Et plus inquiétant encore, ce trafic finance le terrorisme. La situation est préoccupante et a poussé le chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe à publier une tribune récemment sur la question. Luc Assi nous en rappelle le contenu. C'est une urgence sanitaire. Le trafic des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés prend de l'ampleur dans les pays africains.
La catastrophe fait des centaines de milliers de victimes chaque année et 120 000 enfants de moins de 5 ans sont tués en Afrique. Source du financement de la criminalité internationale, le phénomène se propage à une vitesse vertigineuse. En plus de ne pas guérir les personnes qui prennent ces médicaments pour se soigner, ces produits falsifiés utilisés tuent. Environ 10% des produits pharmaceutiques vendus dans le monde seraient falsifiés, à en croire les experts. Et sur le continent noir, la situation est dramatique puisque ce taux atteindrait 60% dans certaines régions. Les conséquences ne se font pas attendre. 120 000 enfants de moins de 5 ans en meurent chaque année. C'est ce que l'on retient en substance de la tribune du chef de l'État Faure Sozina Gnazingbe, publiée dans le journal Jeune Afrique. Il sonne le glas de la lutte contre ce drame humain qui devient insoutenable. Il est temps d'agir, exclame-t-il. En plus du Togo, le président de la République a su mobiliser 5 autres pays d'Afrique, notamment la République du Congo, le Ghana, le Niger, l'Ouganda et le Sénégal, pour lancer une initiative africaine en vue de changer la donne. Agir donc pour eux, c'est criminaliser le trafic de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. C'est une action qui s'inscrit dans le prolongement du programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies. La finalité est d'endiguer le phénomène et d'assurer aux populations africaines un accès à des médicaments sûrs. Du 17 au 18 janvier prochain, les dirigeants de ces pays seront à Lomé pour passer à l'acte et prendre en même temps des décisions fortes. Un accord intergouvernemental est annoncé pour criminaliser le trafic de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Ce sont les législations qui sont ainsi visées afin de s'assurer de l'harmonisation des normes de contrôle. Des mécanismes seront aussi mis en place pour l'application rigoureuse des sanctions pénales. La signature et la ratification de la Convention Médicrime et la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée sont aussi prévues. Ils veulent s'attaquer au mal à la racine et assécher les filières de distribution de ces produits dangereux et mortels. Ainsi, ils pourront mettre fin au réseau d'approvisionnement en produits médicaux falsifiés qui compte aussi des groupes terroristes. La rencontre de Lomé n'est que le début des actions à mener. L'idée est d'alerter les décideurs internationaux et l'opinion publique sur l'importance de lutter contre ce drame afin qu'il cesse. Alors, professeur Mijiawa, en se référant justement à l'intervention du président de la République dans la tribune publiée récemment dans Jeune Afrique, que représente l'organisation d'un événement d'une telle envergure pour notre pays, le Togo? Comme ça a été mentionné dans l'élément qui a été présenté, vous constatez que c'est un gros fléau sanitaire et sécuritaire, aussi bien dans le monde qu'en Afrique. Et pour compléter les chiffres qui ont été donnés, il faut se souvenir qu'actuellement, en termes de chiffre d'affaires, par an, c'est 200 milliards de dollars, les faux médicaments. Donc c'est nettement plus que la drogue, 20 à 50 fois plus que la drogue. Et on sait aujourd'hui qu'en Afrique, ça tue beaucoup plus que le paludisme. Et en dehors de ça, compte tenu du fait que c'est de l'argent acquis de façon frauduleuse et massive, ça alimente des réseaux d'autres criminalités, notamment le terrorisme. C'est compte tenu de tous ces facteurs que le chef de l'État a pris l'initiative d'organiser ce sommet avec certains de ses collègues africains en prenant le taureau par les cornes, parce que le mal est tel que il faudra qu'au niveau de nos États, au sommet de nos États, des dispositions soient prises pour criminaliser ce fléau et mettre en place toute une série de mécanismes pour la mise en œuvre effective de la pénalisation et de la criminalisation de ce fléau. Donc c'est ce qui explique l'initiative du chef de l'État qui va rassembler autour de lui 5 de ses collègues. Et ça, ce n'est qu'une première étape. Ça permettra de prendre un engagement fort au sommet de nos États pour la marche en avant dans la lutte contre ce trafic auquel nos populations paient un très très lourd tribut. D'accord. Alors, professeur, parle-t-on de faux médicaments ou de médicaments falsifiés? Est-ce que ces deux formulations sont différentes ou c'est la même chose?
c'est pratiquement la même chose, parce que le terme faux médicament a l'avantage peut-être d'être simple, mais il faut savoir que schématiquement, on distingue les produits ou les médicaments de qualité inférieure parce que la composition, parce que les ingrédients ne sont pas conformes aux normes. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les produits falsifiés parce que la composition, l'origine, la nature, la présentation, l'une de ces caractéristiques est trompeuse et ce de façon délibérée ou frauduleuse. Donc schématiquement, c'est ça. Donc le terme faux médicament réunit les produits de qualité inférieure et les produits falsifiés. Dans les deux cas, ça expose à un certain nombre de dangers, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire. D'accord. Alors maintenant, Lomé va abriter cette rencontre de haut niveau. Alors dites-nous, quels sont les efforts du Togo justement en matière de lutte contre ce phénomène des médicaments falsifiés? Bon, il y a eu schématiquement deux aspects jusque-là. C'est-à-dire que si vous constatez au cours de 10 dernières années, il y a eu des saisies de dizaines de tonnes de faux médicaments. Et ceci grâce à des actions concertées avec les forces de l'ordre que sont la police, la gendarmerie, la douane et Interpol. Et en dehors de cette mesure qui relève de la répression, il y a aussi ce qu'on peut appeler des mesures de prévention, ce qui consiste à renforcer les organes qui existent, c'est-à-dire le laboratoire de contrôle de qualité des médicaments, la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques, l'inspection pharmaceutique, de même que l'entité qui se charge de l'homologation des médicaments. Donc tous ces mécanismes sont en train d'être renforcés, mais il faut se souvenir que ces actions auront peu d'impact si elles sont isolées dans la mesure où il y a la porosité de nos frontières. Et c'est ce qui explique en grande partie l'initiative du chef de l'État qui consiste à avoir une action concertée au niveau de notre continent. D'accord. Alors, professeur, est-ce que la société civile togolaise se joint à cette lutte-là? Non seulement la société civile togolaise se joint à cette initiative, mais aussi il y a une société civile, une association, une fondation, ce qu'on appelle la Fondation Brazzaville, qui est avec nous dans cette initiative. Et d'ailleurs, son directeur, son président, M. Jean-Yves Olivier, m'a ce matin dit qu'il est tout à fait disposé à venir comme moi sur votre plateau pour expliquer les enjeux, les défis et les prochaines étapes de cette lutte-là. Donc en fait, c'est une lutte qui concerne tout le monde et nous saluons l'effort de nos partenaires, notamment de la Fondation Brazzaville. Alors, monsieur le ministre, dites-nous pourquoi aujourd'hui on lie le phénomène de médicaments falsifiés à la criminalité et au terrorisme? Parce que le trafic de faux médicaments utilise les mêmes réseaux. C'est-à-dire que d'abord c'est de l'argent facilement acquis, c'est de l'argent massivement acquis, qui ne peut donc pas passer par les canaux orthodoxes et qui donc prend les mêmes réseaux que ceux du terrorisme qui l'alimentent aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'il y a un double danger, le danger sanitaire et le danger sécuritaire. D'accord. Et monsieur le ministre, si on vous demandait par exemple de nous dire qu'attendre au sortir de cette rencontre-là, après les 17 et 18, quelles seront peut-être les actions concrètes que nous verrons? Bon, la première chose, c'est de dire que le 18, il y aura un engagement vigoureux et féroce des chefs d'État. C'est-à-dire qu'on aura pris un engagement concernant nos pays. Dans un deuxième temps, vont adhérer progressivement d'autres pays africains. Et cet engagement va permettre la mise en place d'une législation, d'un cadre juridique de criminalisation permettant de sanctionner ce problème, ce mal à la hauteur des dangers qu'il provoque. Et cet engagement des chefs d'État va ouvrir la voie à la signature d'un certain nombre de conventions internationales qui vont dans le même ordre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Convention de Palerme et ce qu'on appelle la Convention Medicrime. Sans oublier que le fait d'avoir cet engagement au sommet de nos États va faciliter la mise en œuvre de toutes les juridictions, de toutes les lois de criminalisation qui auront été prises. Et en plus
de cela, il y aura un système de suivi qui permettra de vérifier qu'à chaque fois, les décisions qui auront été prises seront mises en œuvre et bien évidemment, au fil du temps, ajuster ce qu'il faut ajuster. D'accord. Monsieur le ministre, on parle d'une rencontre qui se tiendra du 17 au 18, mais qu'est-ce qui va alimenter, disons, ces 2 jours? Quel est le programme de la rencontre? Alors, depuis 2 semaines, nous avons commencé, sur instruction du chef de l'État, par préparer cette rencontre. Et déjà, il y a certains de vos collègues des médias internationaux qui commencent par arriver, parce que ça sera un événement bien couvert. Les chefs d'État vont commencer par arriver le 16. Le 17 au soir, il y aura un dîner où vont intervenir une dizaine de personnes pour voir de façon très brève les différentes facettes de la question. Tout à l'heure, vous avez parlé du terrorisme. D'ailleurs, parmi les experts qui ont été invités, il y a le juge français qui est spécialiste de la lutte contre le terrorisme, Jean-Luc Bruguère, qui sera là et qui va faire un exposé. Il y aura le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, la directrice régionale de l'OMS Afrique et bien évidemment les chefs d'État dont on a montré tout à l'heure les images. Donc, il y a tout ce panel avec des experts pour que cet événement, qui est très important, qui est une initiative encore une fois africaine, mise en œuvre par le chef de l'État, soit porté à sa juste valeur, c'est-à-dire la lutte contre un fléau auquel sont exposées nos populations. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau spécial à l'occasion donc de l'ouverture le 17 de cette initiative de Lomé. Professeur Moustapha Midji-Awa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pour demain pour un autre entretien spécial initiative de Lomé. Bonsoir.